Après avoir gagné une première paire de manches, le paralympique sud-africain obtient de rester en liberté sous caution. Oscar Pistorius revient au tribunal le 13 octobre prochain. De nouvelles sanctions en perspective contre la Russie par les Occidentaux. Menace de riposte de Moscou qui les accuse de miner le processus de paix. Et du sport, il y aura en demi-finale de la Coupe du Monde messieurs de basket, la France face à la Serbie ce vendredi à Madrid. Bonsoir chez vous et bienvenue dans cette édition sur Sika. Des nouvelles du procès d'Oscar Pistorius. La juge sud-africaine a rendu son verdict ce vendredi. Le champion paralympique est coupable d'homicide involontaire. Il a également obtenu la liberté sous caution jusqu'à la reprise des audiences le 13 octobre. Reportage. Du nouveau dans l'affaire Oscar Pistorius, le paralympique sud-africain coupable d'homicide involontaire pour la mort de sa petite amie, abattue de 4 balles chez lui en 2013. La juge l'accusant de négligence. L'accusé est reconnu non coupable, mais est reconnu coupable d'homicide involontaire. L'accusation n'a pas réussi à prouver que l'accusé avait une intention hostile en possédant des munitions. Il ne peut donc être jugé coupable sur ce point. Voilà ce qu'on peut retenir de la décision de la juge Thokozile Mazipa, décision rendue ce matin. Le même Oscar Pistorius, suivi pour usage de son arme dans des lieux publics, a été déclaré coupable ce vendredi par la juge dans l'un des incidents. 2 affaires ainsi qu'un dossier de possession illégale de munitions qui était joint à la procédure principale pour la mort de sa petite amie Riva Steenkamp. Dans l'affaire du coup de feu tiré par inadvertance dans un restaurant bondé de Johannesburg, quelques semaines avant le meurtre de sa petite amie en 2013, la juge l'a déclaré coupable. La famille d'Oscar Pistorius a remercié la justice d'avoir écarté le verdict de meurtre. Le public, quant à lui, était partagé après le verdict. À la reprise des audiences, la juge pourra décider de la peine éventuelle, prison ou non, avec sursis ou pas. Nous en saurons plus donc le 13 octobre. En bref, donc, le président français est arrivé ce vendredi à Bagdad où il entend témoigner du soutien de la France au nouveau gouvernement irakien. François Hollande a également précisé sa stratégie contre les djihadistes de l'État islamique. C'était au cours d'un entretien avec son homologue irakien. Il faut préciser que l'avion présidentiel transporte 15 tonnes d'aide humanitaire devant être livré à Erbil dans le nord de l'Irak. François Hollande est accompagné du chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, et du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. 11 ans après avoir refusé de suivre Washington et Londres dans l'invasion de l'Irak, la France tente ainsi donc de revenir sur le devant de la scène dans ce pays. La France, en soutenant l'Irak, permet à la communauté internationale de prendre en main aussi son propre destin et sa propre sécurité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, vous et moi, d'organiser une conférence sur l'Irak et la lutte contre ce groupe terroriste Daesh. Cette conférence se tiendra lundi à Paris et mobilisera un grand nombre de pays. La solidarité de la France, elle est aussi humanitaire et sécuritaire. Vous affrontez un ennemi, un groupe terroriste qui n'a pas de frontières, mais qui a des intérêts maintenant territoriaux. Et l'Union européenne s'est résolue à mettre en œuvre des sanctions économiques renforcées contre la Russie. Au même moment, elle se dit prête à les suspendre, voire les abroger d'ici fin septembre pour ménager donc les sensibilités en son sein et ne pas compromettre un apaisement de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Ces sanctions interviennent alors que le cessez-le-feu scellé entre Kiev et les rebelles était globalement respecté. L'Union européenne sera suivie
suivi quelques heures plus tard par le président américain Barack Obama qui a décidé la mise en place ce vendredi de nouvelles mesures économiques contre la Russie. Pour sa part, la Russie a critiqué ce vendredi les nouvelles sanctions de Washington contre Moscou annoncées la veille par le président américain Barack Obama en soulignant que celles-ci étaient sans lien avec la réalité. Les Occidentaux ont annoncé ce jeudi de nouvelles sanctions contre la Russie après que Kiev ait reconnu avoir perdu du terrain face aux rebelles, suscitant une menace de riposte de Moscou qui les accuse de miner le processus de paix. Alors que le cessez-le-feu scellé entre Kiev et les rebelles était globalement respecté, marquant une nette désescalade sur le plan militaire depuis le début du conflit au printemps, l'Union européenne, suivie quelques heures plus tard par le président américain Barack Obama, ont décidé la mise en place ce vendredi de nouvelles mesures économiques contre la Russie, quitte à les lever en fonction de la situation sur le terrain et surtout si, comme l'a rassuré Barack Obama, la Russie honore entièrement ses engagements suite à l'accord de cessez-le-feu conclu le vendredi dernier entre l'Ukraine et les séparatistes pro-russes. Ces décisions, après plusieurs jours d'hésitation, ont été annoncées après l'aveu jeudi par Kiev que les rebelles avaient étendu leur contrôle de la frontière orientale avec la Russie jusqu'à la mer d'Azov. Au titre de ces sanctions, les 28 États membres de l'Union européenne ont décidé d'ajouter ce vendredi 24 personnalités, dont les nouveaux dirigeants de Donbass, les membres du gouvernement de Crimée ainsi que les décideurs et oligarques russes, à la liste des personnes et entités visées par des sanctions ciblées qui en comptera désormais 119. Les nouvelles sanctions interdisent également tout financement de la dette de 3 entreprises russes du secteur de la défense et 3 de l'énergie, dont les compagnies pétrolières Rosneft et Transneft ainsi que la branche pétrolière du géant Gazprom. L'OTAN a aussi annoncé qu'un millier de soldats russes se trouvaient toujours dans l'Est, tandis que 20 000 autres restaient massés le long de la frontière. L'Alliance a assuré que la Russie continue de fournir aux séparatistes des équipements militaires sophistiqués. Pour sa part, la Russie a critiqué ce vendredi les nouvelles sanctions de Washington contre Moscou, annoncées la veille par le président américain Barack Obama, en soulignant que celles-ci étaient sans lien avec la réalité. Les Boliviens sont appelés aux urnes le 12 octobre prochain pour choisir celui qui tiendra les commandes à la tête de la magistrature suprême. En lice pour la présidentielle, 4 candidats dont le président sortant, Evo Morales, donné grand favori du scrutin. Les atouts et les chances de réussite du président candidat à travers cet élément. À un mois des élections générales en Bolivie, Evo Morales, premier président indigène du pays, élu pour la toute première fois en 2005 et candidat à sa propre succession, est toujours en tête des intentions de vote. Si l'on s'en tient au sondage de ces dernières semaines, Morales est crédité d'entre 41 et 59% des voix dès le premier tour. Ce serait alors son 3e mandat à la tête de l'un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud. Les différentes enquêtes lui donnent également un avantage d'au moins 25 points sur celui qui devrait être son principal rival, l'homme d'affaires du centre-droit Samuel Doria Medina. De quoi envisager une victoire écrasante et même espérer conserver les 2 tiers du Parlement. En avril dernier, la Cour constitutionnelle de Bolivie a autorisé le président Evo Morales à se représenter en 2014, estimant qu'il s'agissait là de la toute première réélection d'Evo Morales en vertu d'une nouvelle constitution approuvée en 2009. Une décision à laquelle sont opposés ses adversaires. Doria Medina a appelé l'opposition à se rassembler autour d'un seul et même candidat, seule façon selon lui pour détrôner Evo Morales, dont la cote de popularité semble plus que jamais au meilleur de sa forme. Et au Brésil, l'affaire Petrobras continue de défrayer la chronique. La candidate Marina Silva, 2e dans les intentions de vote derrière la présidente sortante Dilma Rousseff, estime que cette dernière a eu une responsabilité directe dans ce scandale de pot de vin qu'aurait versé Petrobras entre 2004 et 2012 à des dizaines de députés ou sénateurs de la coalition au pouvoir. Après Aécio Neves, candidat du PSDB à l'élection présidentielle au Brésil, c'est la candidate écologiste Marina Silva qui donne de la voix dans l'affaire Petrobras. Pour elle, la présidente sortante y a une responsabilité directe. Ce que je dis, c'est qu'elle a une responsabilité politique.
Je ne cesserai jamais de dire qu'elle a personnellement une responsabilité directe. Je ne fais pas ce que je dénonce, je veux juste combattre le mensonge. Pour combattre le mensonge, Marina Silva veut pouvoir remporter les élections du 5 octobre. Pour autant, c'est le Brésil qui triomphera selon la candidate écologiste. Je ne veux pas la défaite de Dilma, je ne veux pas la défaite d'Aécio. Ce que je veux, c'est la victoire du Brésil. Notons que Marina Silva arrive deuxième dans les intentions de vote derrière la présidente sortante Dilma Rousseff. Le social-démocrate Aécio Neves se positionne quant à lui en troisième position. Netflix, le géant américain de la vidéo à la demande sur Internet, prépare son arrivée en France et dans d'autres pays d'Europe. Pour Netflix, il s'agit de poursuivre sa croissance spectaculaire. Pour mieux satisfaire ses abonnés, des contenus spécifiques à la France devraient rapidement faire leur apparition au catalogue. I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter. So help me God. So help me God. Kevin Spacey avec ses 2 Oscars dans le rôle principal et David Fincher comme producteur. Avec House of Cards, Netflix a fait une entrée très remarquée en tant que créateur de ses propres séries et attiré de nombreux abonnés. Depuis, le géant de la vidéo à la demande a encore innové avec Orange is the New Black, là aussi encensé par la critique. Une stratégie que Netflix devrait répéter en Europe. Le but principal de Netflix, c'est d'avoir le plus d'abonnés possible qui veulent payer $10 par mois. Ils sont arrivés à la conclusion que le meilleur moyen d'atteindre ce but, c'était d'avoir du contenu original que les gens ne peuvent pas trouver ailleurs. C'est une stratégie qui n'est pas vraiment différente de celle de Canal+, par exemple. Mais l'arrivée en France du géant américain inquiète du côté des producteurs. Ils craignent l'apparition d'un diffuseur qui ne sera pas contraint aux règles et quotas imposés par l'État français, car son siège social en Europe est installé au Luxembourg. Pour rassurer, Netflix a d'ores et déjà annoncé des investissements pour la production en France de nouvelles séries. Si j'ai bien compris, ils ont déjà annoncé qu'ils allaient faire des productions françaises et quand ils iront en Allemagne, ils auront des productions allemandes. Je ne pense pas que l'industrie française du cinéma doive s'inquiéter. Ils doivent voir Netflix comme une nouvelle source de capital et une nouvelle source de financement pour leur production. Une nouvelle source d'argent pour les producteurs français et des revenus supplémentaires pour Netflix. L'expansion en Europe devrait permettre de rentabiliser encore plus son catalogue existant, des rentrées d'argent qui pourraient ensuite être réinvesties dans la création de contenus originaux des 2 côtés de l'Atlantique. Du sport à présent, 2 jours après leur exploit face à l'Espagne, les Bleus affrontent les Serbes en demi-finale ce vendredi soir à Madrid. Les Français retrouvent donc la Serbie, une équipe contre laquelle ils se sont déjà imposés dans ce mondial lors des matchs de poule le 31 août dernier. Une rencontre étriquée, compliquée, où les Français se sont finalement imposés in extremis sur une décision arbitrale aussi inattendue qu'imaginaire sur un score de 74-73. 14 jours plus tard, les Bleus et les Serbes s'affrontent à nouveau à Madrid pour une place en finale. La France n'est donc plus qu'à quelques heures d'une éventuelle finale en forme d'apothéose face aux États-Unis, les tenants du titre. Pour les Français, une finale face aux États-Unis serait un rêve de gosse, comme l'a avoué le sélectionneur des Bleus, Vincent Collet. Alors, nous passons à présent au tourisme. Pendant longtemps, Nanga Parbat a été la principale région du Pakistan à avoir attiré les voyageurs, les touristes. Mais ce camp de base est depuis peu abandonné par les touristes occidentaux. Cette triste réalité tire sa source donc dans l'assassinat en juin 2013 de 10 alpinistes occidentaux et leurs guides. Le drame s'est produit sur un des mythiques sommets du Pakistan qui culmine à 8100 de 26 mètres. Désormais, les visiteurs craignent les violences. Elle était surnommée la montagne tueuse à cause des alpinistes qui perdaient la vie sur ses flancs.
Un adjectif gribouillé maintenant, trop de mauvais souvenirs. L'an dernier, 10 Occidentaux et leur guide local ont été assassinés sur le camp de base du Nanga Parbat, sommet mythique du Nord-Pakistan. Depuis, toute la région est en crise. Ce restaurateur préparait des plats locaux aux alpinistes, mais cet été, sa terrasse est restée désespérément vide. Maintenant, on ne prépare plus à manger. On nettoie le restaurant le matin, on met nos uniformes et on attend les touristes. Ce n'est pas bon pour les affaires car si un client arrive, il doit attendre longtemps son repas. Mais on n'a pas le choix. Chaque jour, on attend les touristes en regardant l'horloge. C'est très dur d'attendre les touristes comme on attend la personne qu'on aime. Paradis des grimpeurs, le Nord-Pakistan compte parmi les plus hauts sommets du globe. Les locaux vivent depuis des décennies du tourisme de haute montagne. Mais si le nombre de touristes occidentaux a chuté de plusieurs centaines à seulement 50 visiteurs quotidiens après le 11 septembre 2001, le massacre de 2013 a encore aggravé la tendance. Beaucoup de visiteurs ont annulé leur visite dans la vallée. Il n'y avait que 2 ou 3 touristes par jour. Et ils avaient même peur, ils n'étaient pas à l'aise. Beaucoup de gens leur disaient de faire leur bagage et de rentrer chez eux. Grande nouveauté cependant, les touristes pakistanais sont de plus en plus nombreux à monter jusqu'ici. Chaque année, pour les vacances d'été, nous allons à l'étranger, aux États-Unis, en Europe, en Malaisie, ce genre de pays. Cette année, j'ai décidé de visiter le nord du Pakistan et je n'ai vu nulle part ailleurs d'aussi belles montagnes et d'aussi splendides paysages. Mais pour les commerçants, cela ne remplace pas la manne représentée par les grimpeurs venus d'Occident, qui employaient porteurs et guides pour escalader les sommets et dépensaient davantage que les touristes locaux. Les Pakistanais n'achètent pas ce genre de choses, ils n'en ont pas besoin. Qu'est-ce qu'ils feraient d'un sac de couchage? Pour nous, il faut que les Occidentaux reviennent, c'est mieux pour nos affaires. S'ils ne reviennent pas, ce sera la catastrophe. La région touristique du Grand Nord était jusque-là relativement épargnée par les attentats qui touchent le reste du pays depuis une dizaine d'années. Mais les principaux commanditaires de la tuerie de l'an dernier sont toujours dans la nature, ce qui risque d'handicaper pour longtemps la reprise du tourisme international dans la vallée, désormais elle aussi désertée. Et à présent, la rédaction de SICA vous propose de revisiter les principaux titres des journaux africains parus ce vendredi. La Cour pénale internationale est en route pour offrir à l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo l'opportunité d'un procès en bonne et due forme dans le cadre de la crise post-électorale qui a finalement conduit celui-ci dans les geôles de La Haye. L'information est rapportée ce vendredi sur le site de Fasozine. Pour le magazine burkinabé d'information, si cela peut paraître une mauvaise nouvelle pour les partisans de Gbagbo, la Côte d'Ivoire, tout comme une bonne partie de l'opinion internationale, devrait se réjouir de cette occasion qui pourrait bien faire connaître certaines vérités. Des vérités que croit détenir Afrique.com. Le site panafricain note à travers ses lignes que des crimes ayant été également commis à l'encontre des pro-Gbagbo, les proches de l'ex-président qui dénoncent une justice des vainqueurs, réclament que Ouattara soit lui aussi poursuivi pour crimes contre l'humanité. Jeune Afrique, pour sa part, se fait le devoir de rappeler que Laurent Gbagbo, 69 ans, est accusé d'avoir fomenté une campagne de violence dans le but de conserver en vain le pouvoir à l'issue de la présidentielle de novembre 2010. Des violences qui ont fait plus de 3000 morts en 5 mois. À la question de savoir quand aura lieu l'ouverture de ce procès, le quotidien béninois La Nouvelle Tribune répond que rien n'est encore dit. Le communiqué de la CPI n'a donné aucune précision à cet effet, a fait noter le journal. D'un procès à un autre, c'est celui d'Oscar Pistorius qui a enfin dévoilé son épilogue. Oscar Pistorius a été reconnu ce vendredi 12 septembre coupable d'homicide involontaire pour la mort de sa petite amie Riva Steenkamp en 2013, nous informe Jeune Afrique. L'hebdomadaire panafricain d'information précise que l'éventuelle peine de prison qui n'a pas encore été prononcée dépendra de l'appréciation de la juge qui n'en dira de toute façon rien avant 3 ou 4 semaines, conformément à la procédure pénale sud-africaine qui prévoit un autre mini-procès avant la sentence. Afrique.com croit savoir que l'athlète sud-africain pourrait bien se retrouver sous les verrous
car l'homicide involontaire peut aller jusqu'à 15 ans de prison. En attente de cette sentence, celle de Jean-Bertrand Ewanga est déjà connue. L'opposant congolais a été condamné jeudi soir par la justice de la République démocratique du Congo à 1 an de prison ferme pour outrage au chef de l'État. Une sentence qui tombe moins de 48 heures avant une manifestation prévue contre le président Joseph Kabila, fait savoir Jeune Afrique. Le journal rapporte également que le président de l'UNC Vital Kamerhe, ex-meilleur allié de Joseph Kabila, a estimé pour sa part que le procès de Jean-Bertrand Ewanga était politique et que l'issue en était connue d'avance. Parlons de choses qui étaient connues d'avance. Des commerçants tchadiens qui se trouvaient sur une route aux environs de Dikwa, une localité située dans le nord du Nigeria, étaient à 1000 lieues de s'imaginer que des membres de la secte nigériane Boko Haram allaient confisquer leurs bœufs. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Afrique.com nous informe de ce que des membres de Boko Haram ont saisi près de 7000 bovins à ces commerçants tchadiens afin de faire le djihad. Et c'est sur cette note de vol perpétrée par Boko Haram que je m'envole. Merci de votre attention. Tout est bien qui finit bien, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles à Sika.